Merci d'être là. C'est une aventure qui s'organise de rencontre en rencontre pendant la campagne. Et avec Robert, il nous dit, mais cette année, c'est quand même les 50 ans de Lippe, ça serait dommage de rien faire. Guillaume, c'est un lieu où on fait des choses de temps en temps. Et ben, la vie a fait que Gérard était dispo. Hier, on a diffusé le film de Lippe. Et voilà, ça s'est organisé comme ça. Du coup, merci de ta présence. Et puis, on va être très à l'écoute. Bonne journée. Et à plus tard. Alors, vous m'avez fait venir à l'occasion de Lippe. Alors, je vais vous dire brutalement pour moi, hein, j'ai 77 ans. En mai 68, j'avais 21 ans et demi à peu près. Et Lippe, donc, on est en 73. Pour moi, ça fait à peu près les 25 berges, quoi. Hein. Et j'étais à l'époque au bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire, avec Alain Krivine, qui ont perdu l'année dernière, avec Henri Weber, qu'on a perdu l'année dernière, avec Daniel Ben Saïd, qu'on a perdu il y a déjà une décennie. Je dois être un dernier des survivants de ce bureau politique, avec Jeannette Abel, qui vit toujours et qui est à Copernic, que je croise, et la plupart des autres sont disparus. Non, il y a le frère d'Alain Krivine, qui était son frère jumeau, qui à ses obsèques a dit « Je connaissais Alain le premier jour, 9 mois avant sa naissance ». Je me rappelle bien de ça. Je vous donne le contexte, parce que à l'époque, j'étais déjà un militant plutôt survolté. Je crois que je n'ai pas trop changé, mais survolté parce que j'avais commencé à militer en 1963. 64, ma première carte CGT est en 63, donc je suis assez tôt un syndicaliste, mais à Sotteville-les-Rouen. Hein. Et là-bas, dans ma famille, on disait si tu bosses, tu te syndiques, donc j'ai été tout de suite syndiqué. Donc ma culture syndicale a commencé à peu près à ce moment-là, en Seine-Maritime. Et puis, bon, je vous passe tous les éléments qui mènent à mai 68. Mai 68, et pour moi, c'est ce que je raconte puisque j'ai l'âge d'avoir publié mes mémoires, c'est ce que je raconte dans le Tourmain. C'est comment ça monte dans les années 68, et puis comment, moi j'étais, à la fois je bossais, parce que à l'époque j'ai fait une douzaine de boulots, je suis fils ouvrier, hein, j'ai été ouvrier moi-même, j'étais manutentionnaire, conducteur de train, facteur, chauffeur-livreur, pion, j'ai travaillé dans des bouts de chantier, j'ai fait de l'animation sociale, j'ai été moniteur, enfin tout ce qu'on peut faire pendant une douzaine d'années pour survivre. Quand on veut faire ses études, puis qu'on les fait lentement, parce qu'on milite en même temps, et puis qu'il y a des événements comme mai 68 qui surgissent. Et donc, mai 68, c'était souvent, vous êtes assez âgé pour... J'ai pas besoin de développer trop, sauf les jeunes que je salue. J'étais la semaine dernière, mardi dernier, j'étais à Amiens pour une cinquantaine d'étudiants, et ils ne connaissaient pas mai 68, ils en avaient une vision étudiante. Bon, en gros, quand on a une vision étudiante, c'est ce que les médias vous ont donné, c'est-à-dire vous avez des barricades, vous avez des étudiants cuit-cuit, ils occupent les crousses, ils sont pour la mixité, et ça change la vie, quoi. Souvent, c'est ça, malheureusement, le résumé de mai 68. Tandis que pour moi, mai 68 commence réellement le 13, 14, 15, 16 mai, c'est-à-dire quand la grève générale commence. Tout le monde aura oublié le mouvement étudiant s'il n'y avait pas eu la grève générale qui va durer jusqu'au début juin, quoi, en gros, les premières semaines de juin. C'est presque 3 semaines de grève générale, et c'est une grève générale qui est sûrement la plus grande de l'histoire de l'humanité, parce qu'au moins 90% du salariat est dedans. À Lippe, ils vont faire grève pendant 15 jours. Et quand je dis 90% du salariat, c'est-à-dire qu'en mai 68, les pompistes étaient tous en grève, aussi isolés qu'ils soient. Évidemment, tous les grands secteurs, toutes les grandes entreprises, tout ça, étaient en grève, mais aussi les gardiens de musée, les cinéastes, puisque le festival de Cannes a été fermé, les footballeurs qui tenaient des soviets de footballeurs pour savoir la déontologie de leur métier. Vous imaginez Mbappé et tout ça en grève, s'interrogeant sur leur sort. Et puis vous aviez même des mouvements, ça fait toujours sourire, dans les couvents. Parce qu'il y a eu des protestations contre la façon dont la discipline était faite
dans les couvents en France en mai 68. C'était une secousse de toute la société salariée. Et mai 68 est sans doute le tournant sociologique, où le salariat commence à devenir majoritaire en France. Après la guerre, il n'était pas majoritaire. En 1936, il n'était pas. Il y avait 9 à 10 millions de salariés, et la majorité de la population était paysanne, commerçante, mais pas salariée. Le salariat était encore minoritaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez à peu près, les fourchettes, c'est à peu près 55% d'indépendants, travailleurs, commerçants, artisans, agriculteurs, etc. Et vous aviez 45% de salariés. Et le salariat l'emporte. Aujourd'hui, on a 90% de salariés. Et l'IP est un mouvement typique du salariat. Bon. Et pour bien le comprendre, il faut bien qu'on le situe en 73, quand le salariat devient majoritaire et qu'il y a déjà eu des secousses et des crises, dont 68, une crise révolutionnaire, on peut l'appeler comme ça. Et 68, pour le comprendre, il faut déjà regarder le mouvement du salariat. Parce qu'en fait, 68, il commence à la grève des mineurs. En 63, à la fin de la guerre d'Algérie, ils demandent 11% d'augmentation de salaire. De Gaulle n'est pas content et leur dit non. Ils continuent la grève. De Gaulle les réquisitionne. Ils disent non. Et De Gaulle leur donne 11%. C'est une victoire fabuleuse, celle des mineurs. Puis après, il y avait des grèves un peu partout. L'histoire ne restitue pas suffisamment ça. C'est-à-dire que mai 68 est le résultat d'une montée qui va de 63, 64 à 68, spectaculaire du nombre de grèves en France. Avec beaucoup de mouvements spontanés, très conscientisés, très puissants. Alors je racontais tout à l'heure en mangeant votre petit casse-croûte sympathique, je racontais par exemple l'histoire de Rodia Seta. On ne doit pas être très très loin géographiquement. 40 km. 40 km, voilà. Et l'histoire de Rodia Seta, c'est l'histoire d'une des plus grandes grèves pré-68, en fait. Parce qu'il y en a eu à Redon. Mais c'est Rodia Seta qui a été l'événement le plus spectaculaire. Pour les jeunes, si vous voulez voir, pour être cinéaste ou cinéphile, il y a une équipe d'un groupe de cinéastes qui s'appelle Iskra. Hein? Oui, Iskra. Les Medvekin. C'est Medvekin. Et ils viennent avec Godard, il y a Truffaut, il y a Chris Marker, et ils viennent pour la grève de Rodia Seta, ils filment d'ailleurs, en fait, vous connaissez l'histoire, c'est qu'ils viennent le premier matin, ils sont venus quasiment, je racontais en 2 chevaux, de Paris, des étudiants en cinéma, avant-garde, toute la jeune garde du cinéma, puis ils veulent filmer les ouvriers sur place, et on se dit qu'il va y avoir une grève. Alors ils sont le matin, au premier quart, genre 5h du matin, il neige, il y a un des gars qui leur a dit il va y avoir la grève, ils montent sur un tonneau, il harangue les gens qui rentrent, pas de grève. Alors le lendemain, ils reviennent, pour eux c'est un effort de se lever à 5h du mat, ils reviennent, pas de grève. Et le 3e jour, du coup, ils restent dans leur chambre, et toute la boîte démarre. Ils ratent tout. Ils ratent tout. Le bail, c'est fini. Maintenant, nos ouvriers ont du temps. À 4h le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodia Seta. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci Ron Poulenc, trust de la chimie, premier groupe financier français. C'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. À
un dimanche sur 4 toute l'année, à la Rodiaceta. Merci Ron Poulenc, trust de la chimie, t'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux. Lyon-Vesse, gorge de loup, belle étoile, Saint-Fond, péage de Roussillon. Et derrière les hauts murs de la Radiaceta, dans des locaux fermés, éclairés au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron. On travaille en feu continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent. À la Radiaceta, à la Radiaceta. Et dans le film, il y a, parce qu'on m'a fait venir un Rodiaceta, je crois que c'est de 2008, on m'a fait venir un Rodiaceta pour l'anniversaire, j'étais dans le comité entreprise de Rodiaceta dans l'entreprise actuelle, il y avait 200, 250 personnes, et devant, il y avait les gens qui avaient le même âge que moi, 60 ans après, que Chris Marker et les autres avaient interviewé dans le petit film d'Iskra. Et il y a une séquence qui est inoubliable. Il y a un interview d'un des ouvriers qui va se mettre en grève, qui raconte sa situation, son sort, la difficulté, la pénibilité, les petits chefs, etc. Avec sa femme qui fait la cuisine derrière, puis qui fait le ménage tout le temps. Pendant, elle est debout, lui est assis, puis il parle à la caméra. Et puis une fois ou deux, elle essaie de placer un mot, puis deux fois, il a rabout, du genre, une fois, deux fois, trois fois, tu vois. Et c'est marqué comme ça, quoi, dans le film. Si vous retrouvez ce bout de film en noir et blanc, hein, qui est absolument évocateur, je vous le conseille, on doit pouvoir le trouver par les réseaux maintenant et tout. Et puis, dans le meeting anniversaire que je faisais, il y avait parmi les gens qui étaient devant et les anciens, les deux, l'homme et la femme. Alors, quand ils projettent le film derrière moi, parce que j'étais un peu comme ça quand il y avait pour tout le monde et la salle après, et le premier qui prend la parole, c'est l'homme, qui dit « D'abord, je voudrais m'excuser. Hein. » J'avais bien aimé ça, mais ça donne un contexte des grèves de 68 et de la raison pour laquelle l'IP a eu tant d'audience. Hein, moi, là où j'étais, en militant sur Paris et tout ça, le slogan qui nous plaisait le plus, c'était qu'on se battait pour un nouveau mai 68 avec des LIP partout qui réussissent. Si vous voyez la synthèse que ça voulait dire du point de vue de la culture qu'on avait à ce moment-là, tout ça a été intégré et expliqué dans notre cerveau, parce qu'en vérité, à mai 68, ce qui manquait, c'était l'issue politique. Et ce qui manquait, c'était une solidarité entre toutes la gauche, les syndicats, etc. Il y avait des disputes internes qui ont fait que, en fait, c'est De Gaulle qui a pu le premier appeler à des élections. Alors je le dis pour les jeunes, si demain on gagne sur les retraites, que Macron, c'est pas la peine de dire élection trahison, hein, je vous dis tout de suite. Appelez les élections les premiers à la dissolution et faites des élections le moyen de transformer la force du combat social et ne mettez pas les deux en opposition parce que sinon on perd. Mais pourtant c'est ce qu'on a fait en mai 68, hein, on n'a pas appelé à des élections et quand ils ont appelé à des élections, la majorité a crié élection trahison. Alors c'était fatal que quand les élections allaient se tenir, on allait les perdre. Hein, c'était pas très dur à comprendre que si vous dites à votre propre base, vous avez un mouvement social
fabuleux, mais vous dites à votre propre base, élection trahison, elle ne vient pas voter, hein, ça c'est clair. Et comme les élections estiennent, parce qu'ils ont toujours le pouvoir d'État, vous êtes cuit. Et donc en vérité, l'effet différé de mai 68, il a fallu le différer, c'est mai 81, c'est-à-dire quand la gauche est arrivée. Mais pendant les problèmes de toute la décennie 70, c'est toujours qu'il n'y avait pas d'issue politique, et ce que le programme commun puis la gauche ont donné, et ce n'était pas les spontanés de mai 68 qui le donnaient. Et pourtant, à l'époque, hein, qu'est-ce qu'on ne disait pas je vois parfois mes amis insoumis, radicaux aujourd'hui, et ils me rappellent parfois des gens d'après 68 qui croient que tout, le monde change, alors qu'en vérité, le poids des organisations traditionnelles, le poids des organisations syndicales, et même le poids des idées de la gauche, pour le bousculer, il faut plus qu'encore qu'un mai 68, il faut qu'il y ait un changement de pouvoir, que le changement de pouvoir commence à faire des effets pour que les consciences se modifient. Vous avez bien regardé l'ordre dans lequel je viens de parler. Hein, bon, Libre vient s'inscrire dans des questions comme celle-ci. Parce que vous avez des grandes grèves après mai 68, des grandes grèves de la jeunesse encore. J'entendais ce matin sur je ne sais plus lequel, ou hier soir sur je ne sais plus quelle télé, quelqu'un qui parlait de Richard Dehaye, des mouvements lycéens qu'il y avait après. 73, c'est aussi les années de la loi Debré. Ça vous parle, ça vous parle. La loi Debré, c'est parce que Debré voulait supprimer le sursis pour les étudiants pour qu'ils aillent à l'armée, puisqu'il y avait la conscription. Et évidemment, si vous dites à des jeunes de 16-17 ans, on va supprimer le sursis, tu pars l'année prochaine, alors qu'ils ont un plan pour être médecin, ingénieur, etc., à 22, 23, 24 ans, ils deviennent fous. Hein. Donc vous avez eu des millions de jeunes dans la rue de mars à avril 1973. Et puis vous avez des grandes grèves chez les postiers en 1971. Vous avez des grèves aussi similaires aussi en 73 aussi. 71, 72, 73, c'est à Le Joint français. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une grève en Bretagne qui est pas comme Libre tout à fait, mais qui devient célèbre parce qu'elle dure longtemps. Il s'agit aussi de licenciement, il s'agit aussi de fermer une boîte, les salariés se défendent. Et puis il y a dans une des manifs un des ouvriers qui saisit par le callback un CRS, parce qu'ils étaient à l'école en classe primaire ensemble, quoi. Et l'ouvrier lui dit « Pourquoi tu me fais ça, quoi ?» Et c'est une photo d'une magnifique, cherchez-la aussi, magnifique, qui est très célèbre. C'est l'histoire d'une photo qui a changé l'histoire d'un instant, d'un regard, d'une amitié. Il y avait les CRS d'un côté et puis nous de l'autre, quoi. Et c'est là que j'ai reconnu mon copain. Parce qu'on avait été vraiment copains ensemble, quoi. À l'école, à l'école, on était tout le temps ensemble. Et les CRS ont chargé. Et puis moi, juste à ce moment-là, j'ai vu mon copain. Alors j'ai croché comme ça. Puis je lui ai dit, vas-y, puisque t'es là pour ça, vas-y, tape-moi dessus. Parce qu'ils avaient sorti leur matraque. Et puis bon, lui, il m'a dit, mais non, il ne va pas te taper dessus. Guy Burgniaud n'a pas vu le photographe, pas entendu le clic de l'obturateur. Le 6 avril 1972, cela fait un mois qu'il est en grève, un mois que la direction du Joint français refuse de négocier. La plupart de ceux qui étaient là n'avaient pas dormi de la nuit, comme ils voulaient pas lâcher, mais rien du tout, rien. Même pas un centime qu'ils proposaient. Alors là, bon, ça nous foutait la rage au cœur. Quand le Joint français s'installe à Saint-Brieuc en 1962, on croit pourtant au miracle de la décentralisation. Pour les jeunes qui ne peuvent pas tous travailler à la ferme, c'est une chance de rester au pays. Et puis les Briochins découvrent qu'à Beson, près de Paris, pour les mêmes gestes, le même travail, les ouvriers sont payés 25 à 30% plus cher. Ils se sentent humiliés. C'était pas normal qu'il y avait tant d'écart que ça avec Paris, puis avec Beson, puis Saint-Brieuc, quoi. C'est pas... À la limite, ils étaient venus là pour gagner du pognon, quoi. Puis pas nous payer, quoi, c'est tout.
Les autres usines, les côtes du Nord et bientôt la Bretagne tout entière partagent ce sentiment d'être méprisés par Paris et tous se retrouvent derrière le joint. Alors comme il y avait beaucoup de parents qui travaillaient ailleurs, bon, ils voyaient bien que c'était des salaires de misère et compagnie, quoi. Donc ils sont venus nous donner un coup de main, quoi, c'est ça. Pendant 2 mois, dans les magasins, à la sortie des églises, des quêtes sont organisées. Les mairies votent des subventions spéciales. Des matchs de foot et des concerts de soutien viennent remplir la caisse de grève du joint français. C'était pratiquement des convois entiers qui arrivaient avec de la bouffe. Enfin, évidemment, il y avait les choux-fleurs et les artichauts en premier. Mais les négociations bloquent. Et un jour, l'ouvrier et le CRS, qui se sont assis presque tous les jours derrière la même table d'écoliers du lycée Curie, se retrouvent face à face. On était souvent ensemble, quoi. On allait fumer notre clope dehors, il n'y avait pas le droit, enfin, ça ne savait rien. On allait fumer notre clope, de voir Jean-Yvon d'un côté et moi de l'autre. Et là, c'est là que c'est là que ça a pété, quoi. Un journaliste de Ouest France prend la photo. Elle fait la une, puis le tour du monde. Le gouvernement français s'en mêle. Le 8 mai enfin, après 2 mois de conflit, un accord est signé. Les salariés voulaient 70 centimes de l'heure, la direction leur en accorde 65. Les ouvriers du joint ont gagné. Alors, je vous raconte tout ça, pas pour faire le vieux réciteur, le vieux conteur, parce que pour comprendre l'IP, c'est le contexte, quoi. C'est le contexte. Il y avait l'Arzac aussi. Oui, la même année. Oui, d'ailleurs, j'ai lu je vais vous le recommander, Jean-Pierre, on l'a, le livre de Charles Piaget. Il n'a pas écrit un très grand livre, un tout petit, il est là. Je le lisais dans le train ce matin, et puisqu'à un moment donné, il y a une question de jonction entre l'IP et l'Arzac, Charles Piaget s'y oppose, évidemment, et il est tout vexé d'être battu dans son propre mouvement, parce que les gens veulent aussi chercher les connexions, et que l'IP devient un symbole pour tous les mouvements que je suis en train de décrire, hein, ceux des Postes, ceux de Renault aussi, qui doivent avoir lieu en 72, et puis la force du mouvement en 73. Et dans ce contexte-là, ça devient possible qu'une entreprise qui menaçait de licencier, d'être fermée, décide de fabriquer, de vendre et de se payer elle-même. Le slogan, il était génial pour des millions de gens. Quoi, on peut le faire? Quoi, on n'est pas obligé de se faire fermer sa boîte, de perdre son boulot, et on n'est pas obligé de céder devant les CRS, enfin, quand même les CRS sont intervenus. On n'est pas obligé de baisser et d'être divisé. On peut être assez fort pour faire autre chose, c'est-à-dire donner un autre sens au travail. Ce moment où vous abonde de la valeur travail. Enfin, dans cette salle, vous savez qu'il ne faut pas dire valeur travail. Hein. C'est la valeur du travail. Hein. Combien vous recevez pour votre travail, hein, le reste, c'est du pipeau. Hein. Mais en tout cas, pour le travail, on travaille, on défend notre travail, et donc on va continuer malgré les patrons. Alors ça, c'est bien aujourd'hui de dire malgré les patrons, quoi. Il n'y a pas de patron, mais ça fonctionne quand même. Remarquez, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Vous passez d'un patron, la boîte continue à fonctionner. Quand je mets ça sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y en a qui me tombent dessus, du genre, ah, quelle arrogance, quel mépris, etc. Mais enfin, vous avez vu Renault s'arrêter quand Carlos Ghosn a été arrêté? Non. On est plus faire à Charbonnel que cette manifestation présente. Le pouvoir espérait nous mettre à genoux, simplement en occupant l'usine. Mais ce qu'il ne sait pas, ce sacré pouvoir, que l'usine est là où sont les travailleurs. C'est pas des murs, l'usine, c'est d'abord des travailleurs. Et l'usine... Pauvre Charbonnel, l'usine, on va la reconstruire. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, quand on nous dit à Arnaud, là, il fait vivre 120 000 personnes, il crée de l'emploi. Non, c'est 120 000 personnes qui le font vivre. Oui. Hein, c'est dans ce sens-là que ça marche. J'ai l'habitude de dire qu'un patron ne vous donne jamais rien.
Parce que, évidemment, les gens, ils veulent du boulot. Ils disent, le patron me donne du boulot. Non, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Le patron, il vous embauche, il vous achète votre force de travail. Ouais, tout. Il fait du profit dessus, parce que lui, de son point de vue, s'il ne fait pas de profit, il met la clé sous la porte, il ne vous embauche pas. Hein. Donc, il faut qu'il fasse du surprofit. Et le capitaliste, c'est faire le maximum de profit. C'est pas faire un peu de profit, c'est faire le maximum de profit. Et donc, il fait du profit dessus, et puis il vous donne un salaire. Mais en vérité, la vérité, c'est que c'est vous qui le payez. Parce que c'est lui, c'est sur votre salaire qu'il a fait son profit. Donc, une fois qu'on rétablit les choses comme ça, on comprend la particularité du salariat. Il faut que je le dise peut-être maintenant sur le salariat, avant de nous raccrocher dans mon récit Ali proprement dit. Vous savez, le salariat, la classe ouvrière, c'est une expression datée. Alors évidemment, comme c'était le prolétariat est né timidement au milieu du 19e siècle et plus fortement au début du 20e, très souvent, à cause aussi de la révolution russe et puis du vocabulaire utilisé après, tout a été largement figé sur le mot classe ouvrière. J'ai beaucoup d'amis et de militants qui pensent que seuls les ouvriers d'industrie sont décisifs dans l'économie. La vérité, c'est que dans l'économie capitaliste, il y a à la fois la sphère de la production de la valeur directe, mais il y a la sphère de la reproduction de la valeur, parce que si vous ne transportez pas les marchandises qui sont faites, si vous ne savez pas les distribuer, eh ben, elles ne se vendent pas, donc il n'y a pas de plus-value qui est fait dessus. Donc il y a bien deux sphères, la production de la valeur et la reproduction de la valeur, qui font l'ensemble du salariat, de l'ouvrier à l'employé, de celui qui est en bleu dans le cambouis, à celui qui est en manche de lustrine dans le bureau en haut. Avant, on séparait les cols bleus des cols blancs, mais en vérité, dans l'évolution même de la production, le salariat s'est mélangé. Il n'y a plus autant de distinction entre col bleu et col blanc. Quand je suis allé à Florange, je voyais bien les ouvriers. Alors, ils étaient en bleu de travail, nickel, devant l'ordinateur. Hein, c'est pas une tâche sur le bleu, pour commander l'ensemble de la production. Mais si je visite, j'ai eu 30 ans d'inspection du travail dans ma vie. J'ai visité 9000 entreprises, j'ai fait le compte un jour. Et quand je visite un McDonald's, eh ben c'est un gamin, il n'est pas ouvrier, il est employé, mais c'est lui qui se brûle pour attraper le pain dans le four, ou pour chercher le steak, et puis c'est lui qui glisse sur les sols huilés, et il a plus de risques et un salaire plus bas que l'ouvrier de Florange. J'essaie de dire ça pour montrer que dans le salariat, en même temps qu'il se développait, j'ai dit qu'il devenait majoritaire à peu près au moment de l'IP, mais en même temps qu'il se développait, le salariat il s'homogénéisait. Il ne le savait pas, parce que la conscience d'un ingénieur n'est pas la même que le balayeur. Mais ils ont tous les deux un point commun, c'est qu'ils n'ont que leur force de travail à vendre. Que leur force de travail à vendre. Et vendre sa force de travail, c'est ce qui permet de survivre. Le travail n'enrichit jamais, contrairement à ce qu'ils nous disent. Ce qui enrichit, c'est l'exploitation du travail des autres. Il faut bien situer les choses. Mais le développement du travail, du salariat, tout au long du XXe siècle, est quelque chose de considérable. Et l'idée que celui-ci puisse se soulever comme en mai 68 à la hauteur de pratiquement 90% de grévistes. La plus grande grève de l'histoire de l'humanité, je n'exagère pas parce que c'est en pourcentage. C'est pas par chauvinisme ni patriotisme franchouillard. Mais le salariat devient majoritaire dans la société. Il produit toutes les richesses. Il a un point commun qui est de plus en plus visible et invisible à la fois. Parce que vendre sa force de travail, c'est vrai que le balayeur n'a pas la même conscience que l'ingénieur. Mais tous les deux vendent leur force de travail. L'ingénieur la vend plus cher. Bon, dans le salariat d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont autour de 900 €, entre les temps partiels, les précaires. Le salaire médian est autour de 1800 €. Et
98% des salariés gagnent en dessous de 3200. Je ne parle pas des 1 ou 2% qui font changer. Il ne faut jamais prendre la moyenne, il faut prendre le salaire médian, il faut écarter, quand on fait des comparaisons comme ça, les extrêmes, parce que sinon ça nous fausse les choses. 98% sont en dessous de 3200 euros. Alors, on ne vit pas de la même façon à 900, à 1800 et à 3200 euros. N'empêche qu'on a en fait les mêmes tracassins. Parce qu'on est toujours dépendant du patron, proche ou lointain. On a toujours besoin de se garder le boulot, parce que sinon, il est menacé. Et on a toujours menacé par la difficulté de vivre. Les loyers, tout ça, je ne fais pas de dessin. L'inflation maintenant, à nouveau. Mais le salariat a un point commun. Il produit toutes les richesses et n'en reçoit pas la part qu'il mérite. En fait, je tourne tout autour du pot de Lippe, là. Hein, parce que si, quand il disait on fabrique, on vend, on se paye, ça paraît si séduisant et si révolutionnaire dans l'ensemble du pays, c'est à cause de la situation sociologique et économique que je suis en train de décrire sur le salariat. C'était contaminant. C'était exemplaire et contaminant. C'est toujours important de réfléchir à ça, hein, parce que le salariat aujourd'hui, si vous vous interrogez sur les mouvements des dernières manifs de retraite, quand il y a 2 800 000 personnes le 31 janvier, vous étiez à Dole, vous étiez 3 000, 3 500, c'est ça ce que tu me disais dans la voiture. Moi, chacun ses repères. Ouais, j'ai Plouermel, en Bretagne, vous voyez où c'est, pas loin de Redon. Je suis allé 3 fois faire meeting là-bas. Là. Quand on m'a dit il y a 1000 personnes à Plouermel, j'entendais ça à la radio, j'ai décroché, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas Plouermel, le lycée public est au cœur de la ville, hein, les frères. Parce que le lycée privé des frères est au cœur de la ville. Le lycée public est dans la forêt de Brocéliande, à 10 km de là. Hein. Le maire Ancelin était si proche de Madeleine qu'il n'y avait même pas de gauche dans la ville. Et la première fois qu'on m'a invité, c'était les socialistes. Ils n'osaient même pas s'appeler section socialiste, ils s'appelaient le club du lundi. Tellement ils avaient peur d'apparaître, parce que le socialiste était équivalent à l'ultra-gauchiste là-bas. Bon. C'était le pays de Yves Rocher, vous savez, il est mort depuis, mais à l'époque, moi j'avais fait mon meeting à Plouermel, puis comme inspecteur du travail, j'étais allé un peu fort, comme je faisais toujours d'ailleurs. J'avais dit que les entreprises sabotaient les 35 heures, qu'elles démoralisaient, etc. Et tout. Et alors, le lendemain matin, je ne savais pas, il y avait un journal local payé par Yves Rocher qui a fait la une sur ma déclaration la veille. J'avais eu quoi? J'avais eu 100 personnes à la réunion 1, parce qu'ils étaient venus d'ailleurs pas de Plouermel. Et il avait dit Gérard Filoche attaque les entreprises, quoi. Et le maire de Plouermel, Ancelin, avait pris un décret municipal pour m'interdire de reprendre la parole, vu que je démoralisais les entreprises. Vous voyez le climat à Plouermel, hein? Je suis à peine en train de vous l'esquisser, parce que c'est encore pire que ça. 1000 personnes à Plouermel, 3500 à Dole. L'autre jour, on était à Abbeville avec Jean-Pierre, qui me filme et qui m'accompagne. Et bien, à Abbeville, c'était 3000, 3500. Puis quand on discutait sur les boîtes nouvelles qui étaient en mouvement, et ben, il y avait des boîtes nouvelles qui avaient des noms connus qui sonnaient à nos oreilles comme Bonduel, qui venaient de se mettre en grève. C'était jamais arrivé. C'était le secrétaire du DCGT de la Somme qui nous racontait ça la semaine dernière. Et donc, quand je parle du salariat, j'en parle avec l'idée, il est partout. Et il y a des gens, ils sont surpris. J'ai écouté dans le débat dans les télés, dans les radios, vous le faites comme moi en ce moment, où ils disent ouais, ça bouge dans tout. Alors les villes moyennes ou les villes, petites villes, ou comme disait l'autre, les chefs-lieux de préfecture. C'est très insolent, hein, les chefs-lieux de préfecture. Sous-chefs-lieux de préfecture. Mais ça, pourquoi on a là 2 800 000 personnes, 50 000 à Albi la semaine dernière, hein, 5 dans cette semaine, 50 000 à Albi. Ben, c'est le salariat. C'est le salariat. Nous sommes extrêmement puissants. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 2010, c'est 30 millions de salariés.
Comprenez que quand on touche à quelque chose comme les retraites, ça bouge, quoi. Parce que c'est le point commun, comme le salaire. Il y a beaucoup d'autres points communs au salariat. Parce que pendant des années, il a eu des comités entreprises, des délégués du personnel, des comités hygiène, sécurité, conditions de travail, des délégués syndicaux. Il avait des médecins du travail, des inspecteurs du travail, la justice du travail, les prud'hommes, des cotisations sur le travail, sécurité sociale. Lesquelles cotisations? C'est toutes les petites lignes qui en ce moment sont en train de disparaître une à une sur le bulletin de paye. Les cotisations, c'était la cotisation pour les familles nombreuses, pour les allocations familiales. Il y avait pour le logement, il y avait pour la retraite, il y avait pour l'accident du travail, il y avait pour la maladie, et il y avait pour le chômage. Tout ce que Macron est en train de sauter un à un, de faire sauter. Mais il y avait tout ça. C'est-à-dire que le budget de la protection sociale, en plus de tous les droits dont je viens de parler, dont le salariat, c'était, en gros, c'était conforté, construit, développé, assuré, protégé. Le budget de la protection sociale, c'est 850 milliards. C'est supérieur au budget de l'État. Oui, mais il est toujours, bien sûr. Parce qu'il y a 500 milliards pour la maladie, il y a 350 milliards pour les retraites, j'arrondis, ça doit être 342 ou 346, mais vous me permettrez de faire des arrondis. 850 milliards. Le budget de l'État, c'est 500 milliards. C'est pour ça qu'en 67, il passe à 4 piliers pour casser la Sécu. Bien sûr. Et je vais mettre parce que je vais reprendre mon raisonnement de cette façon-là pour revenir sur l'IP. J'essaie de suivre mon propre chemin, et aujourd'hui, le budget de la protection sociale est le plus gros des budgets du pays. Je veux dire, ne vous laissez pas avoir quand il y a des débats sur les retraites, parce que même s'il y avait un petit déficit, ça semble être le cas entre 2024 et 2032, d'après ce qu'ils disent. C'est rien. Que dalle, pitchoun, epsilon. La part dans la dette nationale, elle-même, on peut l'interroger, faire un audit, mais la part dans la dette nationale de la dette de la protection sociale, c'est 10%. 80% des 3 000 milliards de dettes présumées du pays, 80% vient du budget de l'État. Pas de la protection sociale. Et vous pensez bien qu'une protection sociale à 850 milliards, normalement, tout gestionnaire, c'est qu'il n'en a rien à foutre s'il y a 5, 6, 7 milliards qui sont en moins. Quelle est cette histoire? Donc, il y a bien un gros mensonge derrière, quoi. Et le gros mensonge, vous le trouvez d'ailleurs quand Attal, là je sors un peu, mais quand Attal dit à la télé, il accuse la gauche, la NUPES, vous voulez augmenter les impôts? Non, on veut augmenter les cotisations sociales. Mais pour lui, les cotisations sociales, c'est des impôts parce qu'il les a déjà rangés dans le même sac que le budget de l'État. Parce que si vous rangez... Je ne sais même pas la différence. Bien sûr. Si vous rangez la protection sociale dans le budget de l'État, vous avez noyé le poisson, et évidemment, vous avez de quoi affoler les gens. Parce que vous faites passer les 80% de dette sur le compte de la protection sociale et vous pouvez vous monter, puisque en fait celle-ci n'est pas tout petit peu déficitaire, et vous mentez et vous manipulez. Donc voilà, je reviens parce que je parle de ça pour la force du salariat, pour la puissance du salariat. 30 millions nous sommes. 1973, au moment de l'IP, probablement 14, 15, 16 millions. C'est la mi-chemin du parcours du développement du salariat dans notre pays. On arrive à 90% d'actifs salariés en 1990. Il y a même un petit point théorique qui m'a toujours amusé, je ne suis pas un fan de François Mitterrand, ne croyez pas ça, mais quand François Mitterrand est élu en 1981, il a une déclaration étonnante, parce que l'élection présidentielle était faite pour que jamais la gauche la gagne. Était dans le promoteur de Gaulle,
bon, c'est forcément toujours un sauveur qui doit forcément être de droite, qui doit l'emporter. Et donc quand Mitterrand gagne en 81, c'est la gauche pour la première fois. Et Mitterrand, il dit, c'est la victoire de la majorité sociologique. Il se fait engueuler d'ailleurs autour de lui, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., etc. Mais là, il a une intuition théorique réelle. C'est que le salariat devenant majoritaire, il pouvait même gagner des élections parfaites pour lui, comme la présidentielle. Et ça changeait tout. Ça changeait tout. Donc, il fallait encore plus acheter les partis et ceux qui étaient susceptibles de gagner. Mais ça changeait tout. Bon, 1973, ben vous connaissez mieux que moi, sans doute, l'histoire de Lippe ici. En fait, Piaget raconte bien dans son livre toute l'histoire de Lippmann, de la famille qui va petit à petit construire, développer, puis qui ensuite va brader parce que c'est un patrimoine familial, puis qui va faire des plans quand il commence à céder aux Suisses en 1967. Dans la signature derrière, il y a l'idée de casser Lippe, d'en faire plus qu'un des aspects de la production d'ensemble, de démanteler, de spécialiser, et ils perdent donc le savoir-faire, la conception, ce qu'il y avait de meilleur dans ce qui avait permis de développer l'entreprise, quoi. Bon, et ils ne le savent pas, comme dit Piaget. Pendant longtemps, on se bat sans savoir. Et la particularité dans Lippe, c'est qu'il y a une histoire du syndicalisme particulier. Parce que, en fait, le syndicalisme évolue en même temps que le salariat se développe. Il se transforme. C'est plus seulement le syndicalisme en bleu de chauffe. C'est le syndicalisme sous toutes les formes, et c'est comme ça qu'apparaît la CFDT. Et la CFDT, sûrement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des réserves sur la CFDT, n'est-ce pas? Mais comme je le dis, en ce moment, réjouissons-nous. Ils sont dans le front syndical. Il faut en être content, et même ostensiblement content. Il faut les encourager à y rester. Moi, j'ai vu ce matin sur Twitter des gens qui attaquaient Laurent Berger parce qu'il a fait un tweet hier soir. Et moi, j'ai protégé Laurent Berger, vous vous rendez compte? J'ai 72 000 abonnés à un tweet. J'ai une petite influence. Je ne fais pas un tweet comme... mais je protège Laurent Berger en disant, écoutez, non, n'attaquez pas. Tant que nous sommes ensemble, on prépare le 7 mars ensemble, donc c'est pas le moment, comme dit l'autre. Oui, non, mais on a des visions, sûrement, quand on analyse les syndicats, on a des visions particulières, chacun correspond à un secteur, mais ils correspondent à un secteur du salariat. La CFDT, c'est 600 000 adhérents, ce sont des salariés. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ces 600 000 salariés, il ne l'aura point, et les gens sont plus sensibles. Quand dans une boîte, on a la totalité des syndicats qui sont en mouvement sur une même orientation et pour un même combat. Or, c'est ce qui est arrivé. Lippe, Piaget l'explique, hein, c'est grâce à ça, quoi. Parce qu'au début, c'était plutôt la CGT, mais comme vous le savez, il y a une scission dans la CFDT qui est en 66, enfin dans la CFTC qui est en 66, qui donne naissance à la CFDT, et la CFDT va, pendant la période pré-68 et post-68, être, certains diront faussement, hypocritement, opportunément, mais va être plus à gauche souvent sur bien des questions et va capter un public plus jeune que la CGT. Et la CFDT a un certain engouement entre 68 et 73, et on ne peut pas comprendre non plus Piaget et la CFDT à Lippe sans ce que je viens de dire. Et le rapprochement CGT-CFDT se fait très lentement. Si on veut unifier le salariat, si on veut avoir un mouvement de conviction de celui-ci, faut tenir compte de tout. De la CFDT, de la CGT et des évolutions, parce que ce que la CFDT était dans les années 70 n'est plus ce qu'elle est depuis qu'il y a eu, pour ceux qui vont vite, son recentrage, plus tard avec Le Maire, son recentrage plus tard avec Chirac, et plus tard encore avec Nota. Là, évidemment, l'appareil dirigeant devient systématiquement plus hostile à toutes les luttes, et qu'il est plus rare qu'ils y participent. Mais il y en a qui me disent, vieux débat, mais ce n'est pas un syndicat. Si ce n'était pas un syndicat, il ne se trouverait pas aujourd'hui avec nous, sous la pression du mouvement social dans l'affaire des retraites. Quand on dit, c'est la preuve du pudding, c'est quand on le mange. Si on a un doute sur la nature de la CFDT, il se lève aujourd'hui. Mais si vous permettez
parcourir des décennies dans les deux sens pour le plaisir du raisonnement. Après mai 68, la CFDT dégagée de la CFTC, ce développement en 68, avec des sections radicales et jeunes post-68, c'est ça qui donne Piaget. Et c'est ça qui fait le rapprochement avec la CGT. Bon, Piaget, dans son livre, raconte à un moment donné que, ça doit être vers les années, je ne sais même plus, 67, il y a le patron de l'IP qui leur propose, il rencontre Piaget, la CFDT, puis il leur dit on fait un accord de salarial, comme ça vous allez vous débarrasser de la CGT, on fait un accord entre catholiques. Et, oui, et Piaget raconte, il dit on a levé la séance, on a immédiatement refusé cela, parce que le syndicalisme, c'est quand même rassembler les salariés indépendamment de leur religion, de leur philosophie, de leur parti politique, de leurs origines. Donc, et Piaget fait ça, et va aussitôt voir la CGT, et leur raconte que le patron vient de proposer ça. Sinon, c'eût été facile. Et d'ailleurs, plus tard, la CFDT le fait, dans beaucoup de cas. Force ouvrière le fera également, de négocier avec le patron pour avoir des sous, de pouvoir s'imposer, signer l'accord avec le patron, et devenir plus majoritaire parmi les salariés qui ne regardent pas la différence. Et ceux qui n'ont pas signé la CGT s'y refusant se trouvent minorisés par ce type d'accord et de pratique. Bon. Et là, c'est un bon exemple, parce que quand Piaget raconte ça, il dit non, je ne l'ai pas fait. Oui, je suis de la CFDT. Nous sommes dans cette période 68 ardes, post-68 ardes. Nous nous allions avec la CGT. Et ce qui est important dans le livre de Piaget, c'est qu'il raconte comment ils ont bossé. Ça, c'est une vraie leçon de choses. Parce qu'ils disent, à un moment donné, qu'ils n'arrivent pas à faire bouger les ateliers, qu'ils n'arrivent pas à découper les entreprises pour arriver à avoir du monde, qu'il y a toujours une petite poignée, comme malheureusement ça se passe dans beaucoup trop de cas. Petite poignée de dirigeants, les élus, les délégués, mais sans que ça suive, quoi. Les gens derrière sont passifs. Alors, le travers du délégué qui n'est pas un bon délégué, c'est de dire c'est de leur faute, c'est des veaux, ils ne viennent pas, ça c'est le mauvais délégué. Parce que si les gens sont passifs derrière, c'est d'abord le délégué qui doit s'interroger. Pourquoi et là, Piaget le fait, il dit on a progressivement fait un système de référents dans tous les bureaux, dans tous les ateliers, et on a mis des années pour arriver à avoir réellement un syndicat, même si les gens n'étaient pas encartés, mais où l'information passait. Et il y a un aspect dans son livre, dans son récit, qui préfigure la grande grève de l'IP de 73, il y a un aspect, c'est quand il dit on donnait l'information à tout le monde. On veillait à ce que tout le monde ait l'information. Si on avait une réunion de délégués, on informait. Et il a une formule dans son livre, il dit 90-10. J'avais oublié, c'est ce matin en le relisant. 90-10. 90% de notre temps pour parler aux salariés, 10% pour parler au patron. On ne passe pas notre temps seulement dans les réunions pour aller dans les réunions. Beaucoup de syndicalistes savent l'importance de ce que je suis en train de dire, parce que vous êtes souvent happés, on est souvent happés par les institutions, comme on dit, représentatives du personnel, et quand c'est vrai, vous passez 50% de votre temps dans des réunions, ou parfois plus, évidemment, les gens, ils ne vous voient plus sur le boulot, et ils se disent, bah, le syndicaliste, là, c'est un feignant, quoi, on ne le voit pas, il est là, en fait, c'est pour plus bosser. Combien de centaines de milliers de fois on entend ça, hein? C'est le grief principal contre un syndicaliste. Hein. Et là, Piaget prend la peine dans son livre de bien réciter ça, c'est-à-dire de dire 90% du temps avec les salariés, 10% seulement dans les réunions avec le patron. Et à un moment donné, il dit qu'ils inventent un système dans une des petites grèves, notamment celle de 68, ils sont que 15 jours en grève en 68, hein, chez l'IP. Il invente un système qui s'appelle le serpentin. Alors, ils font un truc où, là où ils ont une grève, ils vont dans les autres ateliers ensemble. Les étudiants savent ça parce qu'ils font ça dans les amphithéâtres depuis longtemps. Mais là, ça ne se faisait pas comme ça. Et pour aller là, et donc, quand ils vont dans les ateliers, c'est pour discuter au moins 5 minutes individuellement avec chaque personne dans l'atelier. Et après, ils se retrouvent entre eux. Et d'ailleurs, ils vont faire quelque chose d'encore plus unitaire que l'accord CGT-CFDT. Ils vont faire un comité d'action. Alors, qui va leur valoir bien des déboires. Parce que la direction de la CGT va dire ça va pas, non, vous êtes fous de faire des soviets, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il y a les syndicats, il y a les syndicats. Et la CGT locale de Besançon aussi, il va se fâcher
en disant mais c'est le syndicat d'abord, on paye sa cotisation, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ils vont arriver à brasser avec des techniques un peu, elles sont pas originales, hein. Tous ceux qui ont quadrillé un quartier populaire pour militer, pour obtenir des voix, savent comment on fait, comment il faut aller voir chacun, et puis de toute façon si on ne va pas voir chacun, on ne gagne pas. Hein. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les années 67 à 72, 73. Et l'IP ne s'explique que par ce travail préalable. C'est-à-dire qu'il y a un vrai taux d'implantation, il y a un vrai réseau de syndiqués, et ils ont une vraie implantation chez le personnel qui va faire que quand ils vont décider, quand ils vont être mis à la porte, que l'action, là c'est le plus connu, et ils vont être foutus dehors, donc ils occupent l'entreprise, mais comme ils n'ont pas de sous, il faut avoir la paye de fin du mois, parce que ça c'est des questions qui se posent encore pour aujourd'hui. Hein. J'ai pas de paye, je peux pas faire grève, je peux en faire une journée, mais je ne vais pas pouvoir vivre. Et donc ils se posent cette question-là, et quand ils se la posent, ils disent bon ben on conduit donc c'est là qu'ils détournent les montres, et puis qu'ils font en fait une production qui continue à vendre pour pouvoir se payer la paye, pour pouvoir continuer la grève. Et là, comment ça peut marcher ça? Ça ne peut marcher que parce que vous avez 80% du personnel. Parce que si vous n'avez pas 80% du personnel, c'est pas avec les seuls délégués du personnel, le seul délégué syndicaux, même s'il y a l'unité au sommet, c'est pas avec ça que vous allez y arriver. Vous ne pouvez y arriver qu'avec une démocratie qui parcourt l'ensemble des ateliers et qui met tous les salariés. Et donc, il insiste bien, Piaget, à la fois sur le degré d'information, le degré de militantisme permanent, le refus d'avoir seulement des gars au sommet qui dirigent DP ou délégués syndicaux, et il montre comment, à partir de ce moment-là, avec un comité d'action, ils font des assemblées générales, et comment tout ça marche par assemblée générale, par souci et par vote d'atelier, ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est possible de continuer à fabriquer, de continuer à vendre, et de pouvoir se payer. Parce que tout ceci demande des opérations et un partage de l'activité qui ne peut pas être fait par une poignée de gens dans une boîte. Si la boîte, j'insiste bien là-dessus, et la grève est le fruit d'une poignée de gens, l'IP, ça ne peut pas marcher. Comment va-t-on faire pour défendre notre emploi et notre usine? Et il y en a un, moi ça je ne me rappelle même plus lequel, qui a dit mais si on prenait des montres en otage, en cas qu'ils nous fassent le coup. Alors c'est fou, enfin bon, ça, comme toujours, dans toute proposition qui n'est pas du tout syndicale, c'est qu'est-ce que tu rigoles, tu te rends pas compte. Oh, il y en a qui a dit moi je suis pas d'accord avec ça, moi je m'en vais. Et puis, on a dit on peut pas rester comme ça, il faut que demain matin à l'Assemblée générale il y ait une proposition, quelque chose. Et moi, je sais que personnellement, je le dis très franchement, dans les premières minutes de la décision, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord, j'ai dit non. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait animé, mais je dis je n'étais pas d'accord. Je dis non, mais attendez, vous vous rendez compte, on va sortir des milliers de montres, qu'est-ce qu'on va en faire? En l'espace de peu de temps, dans ma tête, je me disais mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec un stock de montres? Il y a peut-être autre chose à faire. Non. On réfléchira après, et je vois toujours Charles qui dit « Ah, vraiment, on ne te casse pas la tête, on réglera les problèmes, on y va. » Mais par contre, il y a eu beaucoup, ça je me souviens qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de « Oui, mais c'est quand même un vol. » Voilà, ça oui. Il y en a même, moi je me rappelle, des gens qui m'ont dit « Mais c'est un péché. » Ah, moi j'étais là, vous imaginez, le seul prêtre de la soirée. Je me mordais la langue, je serrais les poings. J'ai presque cru que j'allais devoir donner une absolution générale. Hein, pour dire à tout le monde, enfin, arrêtez vos conneries. Ça n'a rien à voir avec un péché. Hein. On se défend, point final. Hein. Mais les montres, c'est nous qui les avons faites. Donc, on est en droit de les vendre. Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était de dire où est la légalité déjà? Elle est où? Est-ce que c'est le fait de perdre son emploi ou est-ce que c'est le fait qu'on prenne ce qui nous appartient? En gros, c'est ça. Et en vidant toutes les tu te rends pas compte, etc., eh bien on a fini par se dire, ben oui, c'est viable, c'est jouable. Et là, il était au moins 1 ou 2 heures du matin. Oui. Et puis à partir de ce moment-là, ça a été la chaîne ininterrompue dans les couloirs, en courant et en chargeant les voitures. Il y avait... L'ambiance était indescriptible à ce moment-là. On n'entendait plus
pu dire on est fou, attention, on y allait tous. On chargeait. Au fur et à mesure, on disait aux chauffeurs, va les planquer quelque part et faites attention. Et on avait juste eu le temps de mettre un plaid sur les plateaux de montres qui étaient empilés l'un sur l'autre. Il y en avait des milliers, peut-être 1 millier, 2 milliers, je ne sais pas. Et puis comme on avait le sens commercial, quand ça a commencé à se corser, eh ben, un de nos tout premiers soucis, en même temps qu'on a commencé à enlever le stock de montres, on a enlevé tous les fichiers commerciaux, de façon à ce qu'ils ne puissent pas servir à d'autres. De même qu'on a enlevé tous les plans du bureau d'études, pour pas qu'on puisse nous les piquer. Ça, pour nous, c'était avoir le sens du patrimoine, quoi, de la famille horlogère, du métier. Cette soirée-là a été extraordinaire, parce qu'elle était dans la dynamique de tout ce qui va suivre après. Et puis elle a rejailli sur l'Assemblée Générale le lendemain, parce qu'on était tellement enthousiastes, on avait travaillé toute la nuit, quoi. Et on a dit, bon, l'Assemblée Générale demain matin, elle dira oui ou non. Si elle refuse de ce qu'on a fait, on ira vite les rechercher, puis on les ramènera. Mais on n'a jamais pensé que l'Assemblée Générale n'allait pas, pouvait ne pas être d'accord. Et en fait, quand on a dit, écoutez les copains, vous savez comme nous que pour se défendre dans un combat, dans une lutte comme la nôtre, il faut que nous ayons des rapports de force solides. Et c'est pourquoi nous avons mis de côté les montres. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi. Et on était dans une telle dynamique, dans un tel sentiment de justice pour un coup. Je dormais sur le bord du jardin lorsque Jean Ragnès est arrivé, m'a réveillé et il était avec un journaliste de Politique Hebdo. Et c'est là qu'il m'a dit la chose tout de suite brutalement. Écoute Charles, il faut qu'on remette en route l'usine et qu'on vende des montres. Alors j'étais encore à demi endormi, mais je me suis dit effectivement, ça trotte dans la tête depuis quelques jours, c'est ça qu'il faut faire. On lançait le débat et on attendait que quelqu'un de la CGT arrive à la même conclusion que nous. En se disant, on tourne autour du débat, on lance les idées et il y aura bien quelqu'un, il n'y a pas de raison, il y a quelqu'un, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un délégué CGT qui dit, mais les copains, quand même, on ne va pas refaire une manifestation. On n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est remettre en route les chaînes d'horlogerie. On était donc, je ne sais plus combien, mais 60, 70 convaincus. Pour moi, c'est extrêmement fort. Qu'est-ce que c'est qu'une idée, hein? De fait, elle était dans l'air, mais elle avait besoin de s'incarner à travers des hommes. Et ça a commencé par un élément, au fond, un élément extérieur, qui m'a, en quelque sorte, convaincu, hein, stimulé à aller de l'avant, en passant par Charles et en passant par toutes les sections CFDT jusqu'aux 1000 travailleurs. Mais je crois que tout le monde, au contact de l'idée, a reconnu cette idée. Et après, aussitôt que l'Assemblée Générale a eu lieu le 18 juin, hop, on s'est tous mis au boulot. La commission production, la commission vente qui a déjà été préparé son magasin, enfin bon, tout le monde s'est mis au boulot. Et tout s'est très bien passé, les gens étaient contents de travailler. Et puis c'est nous qui nettoyions l'atelier, il n'y avait plus de femmes de ménage. Hein. Alors les hommes comme les femmes, hein, on prenait le balai tous les soirs, parce que ça doit être très très propre, un atelier d'horlogerie. Alors on ne faisait pas les mouvements. On les emboîtait, on posait les cadrans, les aiguilles, on mettait les bracelets, point. C'est tout. On les terminait. Mais s'il avait fallu en faire, on aurait pu en faire. Mais c'était quand même une meilleure image de voir des gens au travail que de voir des gens se contenter de vendre des montres. Alors là, les montres, on s'est dit, quand on a réfléchi à la question de vendre les montres, on s'est dit jamais ils nous laisseront faire. Jamais. Ah, il reste 2 minutes avant que les premiers clients puissent rentrer. Ben, il faut que les clients puissent rentrer normalement. On leur fait une haie d'honneur si vous voulez. Voilà. Alors j'ai acheté la montre, une montre électronique. Là. Ça m'évitera dans le remonter. Ici, comme ça je suis en règle, je suis tranquille. Maintenant c'est pour la prison et on ira. Il y avait un défilé énorme. Je me rappelle avoir vu 100 à 200 mètres de queue, hein, d'attente pour acheter une montre. Et il fallait du monde, des dames, il y avait des hommes, mais il y avait surtout des dames de préférence. Ça leur va très bien quoi, de faire le commerce. Et puis pour elles, c'était motivant. Passer d'une chaîne de montage à une table de vente et puis essayer de démontrer pourquoi tel modèle plus que tel autre. Vous voyez, comme la mienne, là, qui a 30 ans maintenant, qui est une vraie de vraie.
hein, que j'avais acheté à mon père dans les années, je ne sais plus moi, dans les années 65, et qui marche toujours. Alors qu'est-ce que vous voulez comme montre? Je m'en fous, je veux une NIP. Le modèle ne les intéressait pas. On recevait du courrier également avec un chèque non libellé à l'intérieur où il mettait « envoyez-moi 5 montres, mettez ce que vous voulez, c'est pour la solidarité ». Et des gens partaient de chez nous avec des voitures, des panneaux et descendaient. Alors sur la côte, hein, on choisissait des endroits où les gens étaient en vacances, depuis Marseille jusqu'à Antibes, Nice, où là, sur les plages, ils vendaient les montres. Comme on avait encore autorisé la direction à rester là, hein, tant qu'elle le voulait, pourvu qu'elle ne fasse pas d'action, le directeur des ventes était venu nous trouver et nous avait charriés en disant ah, vraiment, on voit que vous rendez pas compte de ce que c'est que la vente. Vous êtes lancé dans un truc, mes pauvres. Et finalement, tous les jours, devant l'usine, il y avait un grand panneau sur lequel on mettait tous les jours la production, la vente. Et en l'espace de quelques semaines, hein, ça doit faire 6 semaines, on avait fait un chiffre d'affaires qui était presque de la moitié de ce que faisait Libre dans toute l'année. Bien sûr, c'était des circonstances spéciales, mais le directeur était complètement, complètement renversé, quoi, parce qu'il n'imaginait même pas. Je me rappelle que les derniers chiffres que j'allais inscrire sur le grand panneau, ils dépassaient le milliard de centimes, etc. Donc c'était des sommes déjà gigantesques pour l'époque. Alors, vous voyez, dans notre tête, et toujours dans la mienne aujourd'hui d'ailleurs, l'idée c'est qu'on peut par contre faire marcher une société comme Libre, à marcher à cette époque-là. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout impossible d'imaginer que ça puisse être étendu dans un mouvement de grève, comme mai 68 avec l'occupation des entreprises, et que les gens prennent en main leurs propres choses. Quand je parlais de Carlos Ghosn qui ne servent à rien, je pensais à Renault. Si je parle de Tavares qui se paye 600 Schmitt, je pense à Peugeot. Si je pense à Sanofi ou si je pense à Airbus aujourd'hui, vous pouvez avoir absolument des assemblées. Mais il faut qu'il y ait l'unité syndicale, des syndicalistes qui soient soucieux de démocratie. Et Piaget, d'ailleurs, insiste bien sur le fait, parce qu'il est le plus célèbre, mais il insiste bien sur le fait qu'il ne voulait pas être leader. Et qu'il y a eu tout un système pour qu'il ne le soit pas. Comme les Gilets jaunes il y a 3 ans qui ne voulaient pas de leader. C'est dur à comprendre, mais chez Libre, il ne voulait pas non plus qu'il y ait de leader. Ça s'est fait à son corps défendant, et Piaget raconte dans son livre que 2 ou 3 fois, il s'est pourtant fait bananer par les votes dans le comité d'action et par les votes de l'intersyndicale, parce qu'il n'avait pas fait la bonne proposition, et il raconte qu'il en était tout vexé, mais que c'était comme ça que ça s'était décidé. C'est-à-dire que l'Assemblée Générale avait décidé autre chose. Il est contre aller au Larzac, les gens disent oui, on va y aller. Il est contre faire du cinéma dans l'entreprise, et des projections de films et tout ça, pour animer en plus le mouvement. Il se fait bananer, le vote est pour. Et il y a 3 mesures qui sont mises à la négociation avec le préfet, avec le ministre Guiraud de l'époque, ministre du Travail. La première, c'est évidemment l'entreprise continue à fonctionner indépendamment et pas sous le contrôle des Suisses ou de CECO, etc. Elle continue à fonctionner. 2, il n'y a pas de licenciement. Et 3, c'était en mêmes conditions de travail. Et dans une des sorties, Piaget dit je suis opportuniste. Et il dit je répète les 2 premiers. Et sur le 3e, il dit on peut négocier les conditions de travail. Et il dit je rentre dans mon assemblée générale, je me fais bananer avec un vote de motion où je suis blâmé parce que je n'ai pas défendu les 3 points qui avaient été défendus en assemblée générale. Et évidemment, quand je parais avoir l'air de brader sur les salaires, sur les conditions de travail, j'apparais immédiatement comme un traître, j'en prends plein la tête. Mais ça n'existe aussi que quand vous n'avez pas de César, de Dieu et de tribun à la tête d'un mouvement. Je suis un des plus hostiles à l'idée du césarisme à gauche. Et donc je suis contre l'idée que ça puisse se commander par le haut. Ça ne peut exister, la gauche, que comme je viens, à mon avis, d'en parler. C'est-à-dire que quand vous avez des comités de base, des collectifs, vous avez des rassemblements de gens qui décident ensemble de faire telle ou telle action, telle ou telle campagne politique, telle ou telle élection. Et que c'est dans ce cas-là que vous pouvez parvenir à gagner, à avoir du résultat. Il y a quelque chose de ce point de vue-là aussi, aujourd'hui pour nous, à apprendre de Lippe et du récit de Piaget sur la grève de l'époque. Bon, après, vous savez, la grève de l'époque, elle va durer, ils vont d'abord gagner, et puis après, ils vont perdre.
Mais c'est une époque qui va durer jusqu'en 80, on est de 73, les épisodes suivants, la première victoire, pas de licenciés, il y a une négociation, puis après il y a re-attaque contre eux. Les capitalistes ne désarment jamais. Si vous croyez que vous avez gagné quelque chose, ne vous reposez pas, parce qu'ils vous le reprendront. Ils ne désarment jamais. Et donc l'histoire des coopératives, on dit comment on passe des entreprises, on fabrique, on vend, on se paie, comment ça peut être à l'échelle, comment ça peut être généralisé. Mais il faut que ça soit généralisé, à cause de ce que je viens de dire. Parce que si vous êtes une coopérative isolée, vous n'avez aucune chance de survivre. Ça, c'est contre ceux qui nous disent qu'on peut faire le socialisme dans un seul pays, ou qu'on peut faire le socialisme dans une seule entreprise. Évidemment que non. Évidemment que non. Les coopératives, c'est pour ça qu'elles ne marchent pas tant que c'est la société capitaliste. En France, on a 1 200 000 entreprises. 1 200 000. Mais il y a 5 000 coopératives. 5 000. Je sais qu'il y a souvent qui grossissent le secteur économique et social. Ils ont tort. Alors, il y a des grandes coopératives, évidemment, les mutuelles. Moi, j'ai fait, quand j'étais inspecteur du travail en formation, j'ai fait mon stage dans une des coopératives les plus ignorées de France, mais les plus décisives de France, c'est le Journal Officiel. Il est à Paris, le Journal Officiel, depuis 1945, est tenu par une coopérative. Il est tellement important qu'il y a un préfet rien que pour surveiller le Journal Officiel. Et il y a 900 salariés. Ils ont chacun une action de la coopérative. Pour avoir l'action, il faut être syndiqué CGT, je vous dis tout de suite. 900 syndiqués CGT. Et ils ont une clause, c'est qu'ils ne fassent pas grève. Donc quand il y a une grève nationale, par exemple sur les retraites, ils descendent dans la cour, ils mettent un brassard en grève, ils parlent, ils discutent pendant une demi-heure, puis ils remontent bosser. C'est une coopérative. Mais après, les coopératives, il y en a des tas de sortes. Vous connaissez peut-être le Jabi. C'est ce qui fait des vêtements féminins, qui vient de la Haute-Loire et qui a fait une très très longue grève. Puis ils ont fermé, mais ils avaient une compétence. Et ils ont fait une coopérative. Mais le Jabi, c'est donc survécu en coopérative. Mais après, alors que ça marchait bien, et aucun problème. Mais les banques les ont étranglés. Parce qu'il suffit que vous ayez besoin d'un découvert en fin de trimestre, à la saison, la banque étrangle les coopératives. C'est pour l'exemple. À propos de l'IP, Giscard d'Estaing, soi-même, était au pouvoir, avait dit il est hors de question qu'il gagne. Hors de question qu'il gagne. Ils s'en foutaient du débat, qu'est-ce qu'ils faisaient, les montres, pas les montres, etc. Ils s'en foutaient de ce que je raconte sur la CFDT, la sensibilité syndicale, la conscience du salariat, etc. Lui, ce qu'il fallait, c'est que les hommes soient sains, il ne faut pas qu'ils gagnent. Donc, la généralisation de l'IP, on peut la conceptualiser. Et on peut conceptualiser les coopératives, mais si c'est elles qui sont majoritaires, si ce n'est pas les banques. Et donc, vous ne pouvez pas faire un système on fabrique, on vend, on se paye partout, dans le système capitaliste. Ça implique le renversement du système capitaliste, un autre type de pouvoir, qui est un pouvoir de partage au lieu d'être un pouvoir de compétitivité. Et si vous avez un pouvoir de partage, alors on peut avoir des livres généralisés. Notre projection intellectuelle n'était pas fausse, elle n'était même pas gauchiste, elle était seulement utopique au sens positif du terme. Ariane San s'est fait comme ça, quoi.